Et tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Écoutez, il a pris sa décision seul, souveraine. Moi, je sais ce que j'en pense, mais j'ai pas très envie de faire beaucoup de commentaires parce que je crois que l'important, c'est de parler de l'élection qui vient. Cette décision est grave, lourde, mais c'est avant tout un acte de confiance. Confiance en vous, mes chers compatriotes, en la capacité du peuple français à faire le choix le plus juste pour lui-même et pour les générations futures. C'est le président de la République qui a tué la majorité présidentielle. On passe à autre chose. Et autre chose, ça peut pas être exactement la même chose qu'avant. Donc c'est créer une nouvelle majorité parlementaire qui fonctionnera sur des bases différentes de l'ancienne majorité présidentielle. Et j'y suis prêt. Et donc vous l'avez entendu, Édouard Philippe qui a affirmé qu'Emmanuel Macron a pris tout seul cette décision souveraine et selon lui tuer donc la majorité présidentielle. Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que la succession d'Emmanuel Macron est déjà lancée et est-ce que le macronisme peut survivre à Emmanuel Macron? Et à cette question, comme l'a dit Édouard Philippe, Emmanuel Macron a-t-il tué la majorité présidentielle? Vous dites oui à 93%, vous voulez réagir, on attend vos appels au 0826 300 300. Et on accueille notre invité Frédéric Sinclair. Bonjour, merci d'avoir accepté Bonsoir. notre invitation. Vous êtes politologue, auteur de La refondation de la droite, publié chez Salvatore, et de L'extrême droite expliquée à Marie Chantal, publié à la Nouvelle Librairie. Et on adore ce titre. Ah oui. Merci d'être avec nous. D'abord un tour de table avec Philippe Bilger sur cette question. Comme l'a dit Édouard Philippe, Emmanuel Macron a-t-il tué la majorité présidentielle? Alors il est clair qu'Emmanuel Macron a tué cette majorité présidentielle, puisqu'Édouard Philippe, et c'est normal, est enfin clairement, ostentoirement sorti du bois et qu'il propose une autre majorité qui offrirait, paraît-il, un chemin médian entre les extrêmes. Deuxième observation, évidemment, on est dans un climat extrêmement troublé, effervescent, contrasté, dangereux, mais en même temps, je suis sûr qu'il permet de poser un certain nombre d'interrogations tout à fait intéressantes pour notre futur. Et troisième élément, Emmanuel Macron va devoir composer avec peut-être une assemblée ingouvernable demain, le 7 juillet, le 8 juillet, et je lui souhaite d'une certaine manière, pour notre France, bon courage. Virginie Calmels. Alors, première remarque, moi ce qui me frappe, c'est que Emmanuel Macron n'a jamais voulu faire le deuil de ce qui s'apparente à une pseudo-défaite. Ne pas avoir la majorité absolue aux élections législatives juste après son élection était quand même quelque chose qu'il aurait dû acter en prenant acte du fait que n'ayant pas une majorité, eh bien normalement, et c'est ce qui se passe quand même dans de nombreux pays, eh bien on doit composer et il aurait dû bâtir une véritable coalition. C'était la seule façon de s'en sortir pour faire passer des textes à la majorité, donner un cap à la France et dire voilà mon projet présidentiel remanié. Alors c'était logique à l'époque, il y avait 60 députés LR qui pouvaient faire l'appoint, remanié en négociation avec LR. Il ne le fait pas. Très étrange, il continue à dire qu'ils vont réussir texte par texte, ce qui, le en même temps, à sa limite, on le voit bien en politique étrangère, c'est quand même compliqué que sur des sujets donnés, il soit tout le temps dans le en même temps, mais admettons. Derrière, il y a un scrutin européen. Il perd très largement, c'est-à-dire que là, on peut pas dire... c'est sans appel. C'est sans appel, le RN Moins fait de plus 15%, du double. Le RN fait plus du double. Et là... Au lieu de se dire, eh bien, j'acte que quoi qu'il arrive, j'entre en cohabitation, puisqu'en fait, c'est ce qu'il va se passer. Soit il entre en cohabitation avec Bardella, soit il entre en cohabitation avec le nouveau Front Populaire, soit, de toute façon, il va falloir bâtir. Soit le sans pays est doute ingouvernable. C'est ingouvernable, à mon avis, c'est malheureusement le scénario qui se profile, ou bâtir, ce que semble dire Édouard Philippe, c'est-à-dire une nouvelle majorité, mais qui, de toute façon, ne va pas être à la main du président. Ça ne peut pas marcher. Donc, en fait,
en ne voulant pas reconnaître, entre guillemets, sa défaite ou le simple fait d'être en cohabitation, il n'a pas appelé avant de dissoudre à une coalition. Là, ça aurait été intéressant d'enfermer pendant 24 heures un représentant de LR, un représentant de la social-démocratie et pourquoi pas un représentant de la majorité présidentielle actuelle, de leur dire vous avez 24 heures pour me sortir les 10 mesures qui permettent au pays de s'en sortir et sur lesquelles vous êtes d'accord, donc vous bâtissez un projet sur lequel il y aura une majorité. Et il était le président au-dessus qui mettait en œuvre avec un nouveau gouvernement cette feuille de route. Et en ne faisant pas ça, je crains qu'on aille au-devant d'un pays ingouvernable. Madi Saïdi. Alors à défaut d'avoir une majorité morte, elle est moribonde. Ce qui va se passer là après les élections, en tout cas on est très loin d'Emmanuel Macron qui aurait tué la droite, qui aurait tué la gauche et qui a sorti un parti qui finalement gouverne en mélangeant tantôt à droite, tantôt à gauche. On est loin du en même temps. Et ce qui risque de se passer, c'est qu'il va tuer cette majorité. Il va y avoir beaucoup, je pense, de parlementaires qui vont perdre malheureusement leur siège. Ça c'est sûr. Et ça, moi je pense que c'est terrible parce que j'analyse comme un problème d'ego et quelque part, pour le président de la République, il a pris sa responsabilité en agissant ainsi, et quelque part, il fait porter cette responsabilité sur le peuple français qui doit... l'élire de nouveau, entre guillemets. Sauf que lui, quelque part, je trouve qu'il n'a pas été responsable en agitant de la sorte et en mettant en danger notre démocratie. Frédéric Sinclair, vous êtes politologue, quand vous entendez Édouard Philippe qui dit qu'Emmanuel Macron a tué la majorité présidentielle, est-ce que finalement Emmanuel Macron n'a pas joué à la roulette belge, qui se joue avec 5 balles et un trou, contrairement à la roulette russe où c'est 5 trous et une balle? Je crois que le malentendu concernant Emmanuel Macron date en réalité de 2016-2017. Je crois qu'il y a un malentendu sur la personnalité d'Emmanuel Macron qu'on a décrit comme un génie politique et que pendant 7 ans, on a voulu toujours faire passer pour un esprit brillant qui avait un coup d'avance sur le reste du pays, qui était un peu neuneux et qui avait besoin de rattraper les wagons. En réalité, c'est pas le cas. La chose a été actée par une journaliste du Point, en fait, Mathilde Sirot, qui publie un article au lendemain des émeutes. Emmanuel Macron part à la lanterne et à ce moment-là, elle fait un gros papier dans le Point où elle explique que finalement, Emmanuel Macron est un petit peu esseulé, un peu perdu. Le reclus de la lanterne, elle l'appelle, et il y a un très proche d'Emmanuel Macron qui en off dit « On est en train de se demander si le bonhomme est à la hauteur du job ». Je cite, c'est paroles in extenso, donc on est en train de se demander si le bonhomme est à la hauteur du job. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. Il faut comprendre qu'il y a eu un malentendu de base sur celui qui devait être fier de son amateurisme. En réalité, il y a un manque de compétences politiques à la base. Donc forcément, ça se passe pas bien. Et donc forcément, au moment où on perd la majorité présidentielle, tous ceux qui étaient partie prenante de cette majorité présidentielle savent qu'ils vont pas réussir à la regagner et donc qu'il faut refabriquer quelque chose et donc que potentiellement on a soit une majorité ingouvernable, soit un rassemblement national dont on nous explique depuis 7 ans, voire plus, que c'est le diable incarné, Hitler, Pétain et toute la clique, et donc qu'on ne peut pas l'avoir au pouvoir. Le malaise, il vient de là. Imaginons, en 2 secondes, petit cas d'école. Emmanuel Macron, au lieu d'arriver à 14%, arrive devant le Rassemblement national. Largement devant. C'est-à-dire que les chiffres sont inversés. Est-ce qu'il ne pourrait pas se demander à ce moment-là, mais si je faisais une petite dissolution, sachant que j'ai cette avance aux européennes, est-ce que ça ne me serait pas profitable à l'Assemblée? Et pourrait rejouer le coup de Chirac-Villepin en 97 se planter, mais il pourrait aussi profiter de ce moment un petit peu particulier où une élection européenne, il a une avance et il y joue pour retrouver une majorité absolue qu'il n'a pas eue en 2022. Donc en réalité, toutes les critiques qui vont sur Emmanuel Macron, elles sont mauvaises. La vérité de ce moment politique, c'est la poussée inexorable du Rassemblement national. C'est ça qu'il faut analyser. La vérité, c'est que tout le monde est en retrait. Pourquoi? Parce que rien ne parvient, quel que soit l'effort médiatique et politique qui est fourni,
par les élites, rien n'arrive à freiner la poussée du Rassemblement national. Philippe Bilger qui est toujours à la hauteur du job des vraies voix. Non, mais en tout cas, Frédéric Sinclair, je ne suis pas en désaccord avec vous. Si le Rassemblement national monte inéluctablement, ça ne vient pas d'une opération du Saint-Esprit républicain. Si j'ose le terme, c'est tout simplement qu'on a une politique médiocre qui a facilité cette montée. Mais là où je voulais me permettre de vous poser une question, vous dites que certains ont dit qu'il n'était pas à la hauteur du job, comme on dit. Il me semble que depuis qu'il est président, j'ai toujours eu cette intuition un peu déplaisante que la politique, il ne la prenait pas au sérieux. C'était presque une activité ludique. Et par exemple, la dissolution, c'est un pari comme s'il était sur un tapis de casino. Est-ce que vous accepteriez cette vision un peu réductrice du rôle d'un président ? Oui, je suis assez d'accord avec vous, cher Philippe. Je pense qu'effectivement, alors il y a une carence. Hein, c'est Claude Lefort déjà dans les années 70 qui dit on a arrêté de penser la philosophie politique, on ne fait plus que de la sociologie politique et un peu d'histoire. En ne pensant plus les idées, hein, le grand Thibaudet disait la politique ce sont des idées, donc en ne pensant plus les idées, ce qui forge réellement le cœur de la théorie politique, on arrive assez rapidement à des limites, et je crois qu'on les touche en ce moment. Mais plus largement, Emmanuel Macron, effectivement, est relativement faible en matière de pratique du pouvoir et de pensée du pouvoir, et donc il va, dans un cas comme celui-là, jouer ce qu'on appelle le premier corps du roi. Vous savez, il y a ce Kantorowicz, qui est cet historien qui a théorisé les deux corps du roi. Le premier roi, qui est le roi physique, celui qui meurt, et puis le deuxième corps du roi, c'est le corps politique, c'est la nation, c'est celui qui ne meurt pas et qui se transmet. Eh bien là, il joue une fois encore, de manière un peu narcissique, un peu égoïste, son propre jeu, son propre calendrier. Là où je me différencierais de la plupart des observateurs de la vie politique, c'est que je pense que son acte narcissique, censé servir uniquement sa personne, c'est-à-dire le remettre dans le jeu démocratique, est en réalité bénéfique au second corps du roi. C'est-à-dire, je crois que le corps politique était en état d'asphyxie. Je crois que notre démocratie était en train de mourir, et même si c'est le chaos, il vaut mieux le chaos qu'un Emmanuel Macron qui ne fait rien et qui continue comme ça pendant 3 ans, parce que on entend autour de nous, et je pense que vous l'entendez tous, des gens dans la rue qui vous disent « mais c'est pas possible, ça va péter ». De façon très triviale, oui. Mais ça traduit assez bien finalement leur sentiment d'exaspération. Ils se disent on peut pas continuer comme ça. Et là, je trouve qu'Emmanuel Macron a bien joué. Même s'il y a les JO, même s'il perd sa majorité, même si on a une majorité introuvable, c'est-à-dire que si on n'est pas capable de fabriquer autre chose qu'une majorité introuvable, c'est qu'on a besoin collectivement, en tant que corps politique, on a besoin d'exorciser un certain nombre de démons. Et c'est en train de se passer. Les coalitions à gauche, les fractures au sein de LR, tout ça c'est bénéfique de mon point de vue. Est-ce que dans les intervalles, ça veut dire que des personnalités vont pouvoir réémerger de nouveau, je sais pas, des François Hollande pour l'Assemblée nationale, des Édouard Philippe, est-ce que certaines personnalités vont pouvoir reprendre un petit peu de souffle ? J'y crois, ça. Je pense que c'est déjà en train de se faire. Je suis en train déjà... Alors, mon pari, c'en est un autre, mais je pense qu'à gauche, la seule vraie gauche, c'est la gauche de Mélenchon. C'est-à-dire que les autres gauches qu'on aime, entre guillemets, c'est-à-dire les gauches démocratiques, les gauches laïques, les gauches qui ne sont pas communautaristes, qui ne sont pas décoloniales, celles auxquelles on est habitué, c'est-à-dire globalement la gauche du XXe siècle, cette gauche-là est morte. Il faut juste l'acter, il faut juste l'accepter. Et donc, en fait, on est en train de se rendre compte qu'effectivement, encore une fois, c'est la France insoumise qui donne le là. Pourquoi ? Mais parce que la gauche du XXIe siècle, c'est elle. Ensuite, on est en train de voir aussi qu'il y avait un malentendu chez LR depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il y avait un nombre de députés incroyables qui étaient finalement assez proches de Macron et qui ont voté certains textes sans le dire, mais tout en le disant, sans l'assumer, mais tout en l'assumant. Et donc là, aujourd'hui, Ciotti a donné un grand coup de pied dans la fourmilière et il a clarifié d'une certaine manière les choses. Il a mis fin à ce cordon sanitaire qui était, pardon l'expression, mais c'était une fumisterie sans nom. Il y a depuis des années, à partir du moment où la base, c'est-à-dire le corps électoral vous dit on n'en veut pas,
que les élites continuent de fabriquer artificiellement quelque chose, ça marche pas. Et donc, on les voit, ces nouvelles figures ou ces anciennes qui se recomposent, qui essayent de chercher. Vous avez David Lisnard qui est en train de refabriquer quelque chose dans son coin, qui présente 70 candidats aux élections. Vous allez avoir aussi au sein des Verts forcément une recomposition, vous allez avoir forcément aussi quelque chose qui va se passer autour de la gauche dite républicaine, l'ancienne, parce que forcément il y a aussi des gens qui ne vont pas assumer la coalition LFI. Ouais. Il y a une recomposition, il faut l'accepter. Frédéric Sinclair, on a notre auditeur du jour, Sébastien de Strasbourg. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Alors je partage un peu l'avis de tout le monde et ça rejoint un peu ce que je disais avant sur l'inexpérience des premiers ministres. C'est l'inexpérience elle-même du président qui est là depuis bientôt 7 ans. Et je pense que sa majorité, il a commencé à la tuer lui-même dès son premier jour d'exercice. Et là où Édouard Philippe est un peu hypocrite, c'est qu'il en a fait partie de ce gouvernement. Il l'a fuyé, il a créé son propre mouvement parce qu'il le sait très bien que c'est mort depuis le départ. Il y a participé à cette mort. Aujourd'hui, peut-être s'il a fait, il a donné le coup de grâce. Mais le décès de cette politique, il est acté depuis le départ. Depuis 2017. Depuis le premier jour de l'exercice, on oublie les gilets jaunes. S'il n'y a pas une police forte et puissante derrière, l'État tombe déjà depuis longtemps. Et Macron tombe déjà depuis très longtemps. On oublie ça. On oublie énormément toutes les catastrophes qu'on a passées depuis 6 ans. Qui a à se demander où est-ce qu'on va. Et oui, quand on se dit demain ça va être tout va péter demain, c'est l'atmosphère en fait, c'est comme ça que vivent les gens depuis 6 ans. Depuis le premier jour, on se dit que ça va péter demain. Merci Sébastien. Un mot Virginie, un mot Madi ici. 2 petites remarques. La première, c'est que Emmanuel Macron apparaît plus tacticien que stratège. Donc on voit bien la tactique, je prends tout le monde de court, c'est juste avant les JO, etc. Mais on sent qu'il joue vraiment très tactique, mais qu'il ne joue pas une stratégie, ni même une vision pour le pays, avec le risque du chaos dont on vient de parler. Parce qu'on lui reproche de ne jamais avoir de vision. Hein. Et la deuxième remarque, c'est que je suis d'accord avec ce qu'a dit notre expert. Frédéric Sinclair. Frédéric Sinclair, mais il ne faut pas oublier qu'en fait, on a un déficit d'incarnation. Donc pourquoi nous dit-il que finalement la gauche aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon? Je vous cache pas que ça me fait froid dans le dos. Moi, je suis une femme de droite, mais je pense qu'il aurait fallu qu'à un moment donné, par exemple, un Glucksmann est terriblement décevant. C'est comment il n'incarne pas, et c'est un déficit d'incarnation, de courage ou je ne sais quoi. Mais ce qui est fou, c'est qu'on lui a pas donné le choix. C'est ça qui est dingue et qu'il a accepté. Il venait d'être élu aux européennes en plus. Se coucher comme ça est inadmissible. Donc, je pense que c'est un manque d'incarnation. Je pense qu'en fait, on n'a pas des vrais leaders. Et quand il y a un vrai leader, la droite l'a prouvé. Je veux dire, quand Sarkozy était à la tête des Républicains, qui s'appelait à l'époque l'UMP, et ben là, on n'avait pas toutes ces batailles. Donc, il nous manque des vrais leaders. Et je crois que c'est ce qui conduit malheureusement à cet effritement dont notre expert a très bien Antoine Frédéric Sinclair, UMP, maintenant ça veut dire un Macron perdu. Mais c'est ça. Merci en tout cas, c'était passionnant. Frédéric Sinclair, politologue, auteur de La refondation de la droite, publié chez Salvatore et l'extrême droite, expliqué à Marie Chantal.